Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau point lecture sur la chaîne. Je vais vous parler des 3 dernières lectures qui m'ont occupé la semaine passée et sans plus attendre, je vous propose de commencer dès maintenant. Alors il y en aura pour tout, il y en aura pour tous les goûts. C'était assez éclectique cette semaine. Je suis en train de faire les marque-pages. J'ai lu Aurora Squad, le tome 2 de Amy Kaufman et Jay Christophe aux éditions Casterman. J'avais beaucoup aimé le tome 1. On avait rencontré cet escadron de l'Académie Aurora qui, lors d'une mission, dans une mission quelconque, avait sauvé la jeune Aurora qui a été en quelque sorte cryogénisée. Et elle s'est réveillée pensant avoir dormi quelques semaines. Et finalement, elle apprend qu'elle a été endormie pendant 100 ans. Évidemment, le monde qu'elle connaissait n'existe plus. Elle se retrouve seule. Et elle trouve en cet escadron une nouvelle famille, des amis, une nouvelle famille. Et donc, on retrouve les personnages au début de ce tome 2 dans une situation quand même un petit peu tangente. Je ne vais pas vous spoiler ce qui s'est passé dans le tome 1. Tout ce que je vais vous dire, c'est que cet escadron a quand même tout ce qui compte dans la galaxie aux fesses. Il s'est passé quelque chose à la fin du tome 1 qui fait qu'ils sont recherchés par la galaxie entière. Donc autant vous dire que nos amis ont un petit peu moins les hormones en ébullition que dans le tome 1. Dans le tome 1, c'était un peu la fête du slip. Ils avaient un ton un peu plus léger. Et clairement, il y en avait qui pensaient uniquement aux fesses. Voilà. Et ici, on se retrouve quand même avec des personnages un peu plus les pieds sur terre, qui ont un peu moins le caleçon en feu, un peu moins les hormones en ébullition, parce que bon, évidemment, il se passe quand même des choses un peu dramatiques concernant l'humanité. Car il y a quand même une grande menace sur cette galaxie, et Aurora et l'escadron 312 vont tout faire pour contrecarrer les plans de cette menace. Mais bien évidemment, sans ça ce serait pas drôle, il leur arrive quand même un certain nombre d'embûches dans leur cavalcade. Sans ça ce serait pas marrant. On en apprend un peu plus sur certains personnages qui restait un petit peu flou, un peu mystérieux, un peu magnétique. Et dans ce tome 2, on en apprend un peu plus sur eux, et ça les rend un peu plus humains, je dirais. Parce que, voilà, là sur la couverture, c'est le personnage, c'est Cal. Et c'est vrai que dans le tome 1, il avait un peu la réputation quand même d'un monsieur muscle sans cervelle, et dans ce tome-là, on s'aperçoit quand même qu'il c'est beaucoup plus profond que ça. Il y a quand même un cœur qui bat sous cette montagne de muscles. Oui, et il a quand même vécu des choses pas très glorieuses quand il était petit. Son père était loin d'être quelqu'un d'aimant. Et on apprend quand même beaucoup de choses sur son enfance et sur sa famille dans ce tome-là. Alors, il y a beaucoup d'actions. J'ai beaucoup aimé. Alors, la deuxième partie, il avait vraiment mené tambour battant. J'ai pas lâché le roman avant d'avoir la fin. Et bien évidemment, on termine le roman sur une fin qui donne envie d'avoir la suite, forcément. Alors, ça reste jeunesse, ça reste young adulte, mais voilà, il y a beaucoup d'actions et l'univers qui a été créé par les deux auteurs est vraiment très sympa, très intéressant. Et j'ai vraiment hâte de savoir ce qui va se passer dans le tome 3. Et à l'heure actuelle, je crois qu'il n'y a pas de date de sortie de prévu encore. En tout cas, si vous avez lu le tome 2 d'Aurora Squad, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je serais ravie d'échanger avec vous. Voilà, on va complètement à l'opposé en termes de genre. J'ai lu Celle qui l'attendait de Baptiste Beaulieu aux éditions Fayard.
J'ai eu cet exemplaire via la plateforme NetGalley. Euh, j'ai eu envie de lire ce roman suite aux avis de Steph de la chaîne Piketty Bookin et de mon copain Floris de la chaîne Fluffly, qui avait beaucoup, mais alors beaucoup aimé ce roman. Et je me suis dit, bon, allez, je vais le tenter. Voilà. Ils m'ont donné envie tous les deux. Et j'ai rudement bien fait de suivre leurs avis. Ici, on suit l'histoire d'Eugénie et de Joséphin. Ce sont deux êtres que rien ne prédestine, enfin, qui n'ont absolument rien en commun, mais suite à la rencontre sur le quai d'une gare, Joséphin était chauffeur de taxi, il est venu chercher Eugénie à la gare, et à la suite de cette rencontre, ils ne vont plus jamais se quitter. Ils vont savoir dès le premier regard qu'ils sont faits pour être ensemble. Et ce sont deux personnages qui ont été écorchés par la vie. Euh, Eugénie, Eugénie est métisse. Je pense, oui, d'après ce que j'ai, enfin métisse, mais assez brune de peau quand même, pour ne pas dire noire, on va dire les choses comme elles sont. Elle est noire et elle est obèse. Et elle doit subir la double critique de son entourage, la double critique des autres. Non seulement elle est noire, mais en plus elle est obèse. Euh, et l'auteur euh, décrit un petit peu ce que les gros subissent au quotidien comme brimade, comme injustice, que et surtout le regard des autres et la méchanceté. Parce que pour la plupart des gens, si t'es gros, c'est parce que c'est parce que tu le veux bien, tu manges trop. Si tu veux plus être gros, bah tu manges moins, tu fais du sport, tu maigris, voilà. Sauf que c'est beaucoup, enfin, si c'était tellement simple, je pense très sincèrement qu'il y a des gens qui, enfin, n'auraient plus de, il y aurait plus de gros. Mais je pense que c'est beaucoup plus profond que ça. Il y en a pour qui c'est génétique, il y en a pour qui c'est pathologique. Donc évidemment, c'est pas facile au quotidien avec notre société où la minceur est de rigueur. On a tous le corps qu'on a et voilà, en plus de ça, voilà, les personnes qui sont un peu fortes ne peuvent pas s'habiller dans tous les magasins. Alors, à une certaine époque, c'était vrai. Maintenant, ça se démocratise un peu plus. On arrive à avoir des grandes tailles dans des magasins euh, type H&M, tout ça. Mais fut un temps, si tu étais, voilà, quand tu étais une personne de forte corpulence, tu ne pouvais pas t'habiller dans les magasins classiques. Il fallait que tu ailles dans des magasins dits spécialisés dans les grandes tailles. Et ça, voilà, c'est juste un exemple, mais et voilà, l'auteur s'est mis, enfin, l'auteur s'est mis à la place, non, parce que ça reste encore un débat, ça, le fait de se mettre à la place de quelqu'un qui vit une situation, mais il nous décrit parfaitement ce que la personne dans cette situation reçoit comme critique, reçoit le regard des autres, reçoit les paroles mauvaises. Et j'ai trouvé ça très bien fait, sans tomber dans le pathos, sans tomber dans la mièvrerie, sans tomber dans sans tomber dans le gnangnan. Ça reste très touchant, c'est très poétique. Et parallèlement, l'histoire de Joséphin, c'est un enfant de la guerre. Il a grandi sous les bombes dans son village natal. Alors dans le roman, il n'est pas dit où est-ce qu'il a grandi exactement, mais on peut supposer qu'il a grandi dans un pays du Moyen-Orient ou un pays en proie à la guerre comme la Syrie ou l'Irak ou même l'Afghanistan. Bref, c'est un petit garçon qui a grandi sous les bombes. Et, sa mère lui disait bah voilà, si tu ne veux pas avoir peur, si tu ne veux pas avoir peur, il suffit de chanter quand tu entends les bombes tomber. Donc il a souvent et très souvent quand il était petit été considéré comme un simplet parce que c'était un petit garçon qui riait et qui chantait quand les bombes tombaient. Et il en a énormément souffert. On suit aussi la relation qu'il a eue avec son frère aîné, euh,
complètement à l'opposé de ce qu'on pourrait imaginer entre une relation entre frères, surtout euh, quand ils grandissent dans un pays en guerre. Et donc du coup, ces deux personnages-là vont tout d'abord s'apprivoiser, ils vont faire ressortir le meilleur qu'ils ont dans chacun d'eux, ils vont faire ressortir ce qu'ils gardent à l'intérieur d'eux. Et je trouvais ça très très beau. Et alors la fin est absolument sublime. C'est d'une telle beauté, c'est d'une telle poésie, c'est absolument magnifique. J'ai été un petit peu déroutée par la plume de Baptiste Beaulieu au début, car c'est extrêmement poétique. C'est pas écrit en vers, mais c'est une narration un peu différente de ce qu'on a l'habitude de trouver. Mais qu'est-ce que c'est bien fait, c'est très très beau. Moi j'ai beaucoup aimé à la fois Eugénie et Joséphin. J'ai eu un coup au cœur à un certain moment du roman, parce qu'on se doute de ce qui va arriver malheureusement, mais qu'est-ce que c'était beau, c'était bien fait, c'était bien amené. J'ai pas, voilà, il n'y a aucun voyeurisme là-dedans, c'est vraiment tout en douceur. C'est vraiment l'histoire d'un amour hors du temps, qui défie le temps même. Et c'est vraiment une très très belle découverte. Je remercie Stéphanie et Floris de m'avoir donné envie de lire ce roman. J'espère que moi aussi je vous ai donné envie de lire ce roman. N'hésitez pas, les deux personnages valent le coup d'être découverts. Il faut partir à la rencontre d'Eugénie et de Joséphin. Euh, c'est vraiment des personnages à découvrir et vraiment à aimer aussi. Et enfin, j'ai lu Égypte, l'ultime espoir de Christian Jacques, la vie héroïque du grand prêtre Pétosiris aux éditions XO. Alors si j'ai décidé de le sortir de ma palle Paye ton slip, c'est entièrement la faute de Dorian. C'est entièrement sa faute car la semaine dernière, dans une de ses stories, il montrait les achats qu'il avait fait à son Carrefour, je crois, qu'il avait craqué pour deux poches achetées, un offert, et il avait craqué pour Nefertiti, un roman de Christian Jacques. Et il m'a donné, voilà, c'est sa faute, il m'a donné envie de me replonger dans l'univers de l'Égypte ancienne de Christian Jacques. Et donc du coup, j'ai sorti celui-ci de ma palle. Ici, voilà, l'Égypte est occupée par les Perses. Les derniers pharaons ont été anéantis et les Perses s'ingénient à détruire tout ce qui a fait l'Égypte ancienne. Ils veulent détruire les croyances, les dieux, les temples, tout ce qui peut rappeler aux Égyptiens leurs dieux, leurs coutumes, leurs croyances. Tout est détruit. Bien évidemment, quand il y a des richesses dans les temples, ils se servent bien. Hein, ils vont pas laisser leur part aux copains. Ils instaurent aussi un régime de terreur. Soit vous coopérez, soit vous êtes exécutés. Hein, voilà. Ça, c'est ça une dictature, hein, quelque part. Hein. Voilà, c'est pas autre chose. On vous laisse pas le choix. Euh, soit vous le faites, soit vous êtes exécuté. Voilà. Bien. Et donc ici, Christian Jacques nous raconte la vie du grand prêtre d'Hermopolis, du grand prêtre du culte de Thoth, parce que Hermopolis est la cité de Thoth, le dieu de la sagesse et de la connaissance. Et Pétosiris, quand il voit arriver les Perses, il n'a pas spécialement envie de courber les chines. Euh, il veut contrecarrer le plan des Perses, et avec l'aide de son épouse Anéheureuse, ils vont monter une résistance au sein de la cité d'Hermopolis. Ils vont constituer un réseau de résistants. Alors, ils vont commencer par leur proche entourage et ensuite essayer de taper un petit peu dans tous les corps de métier de la ville, quitte à étendre ce réseau à d'autres villages et d'autres cités d'Égypte. Et petit à petit, on voit se monter ce fameux réseau de résistance et les quelques opérations de résistance qu'ils veulent accomplir. Alors évidemment, il y a des trahisons, il y a des complots, il y a des exécutions qui sont injustes,
comme la plupart des exécutions bien évidemment. Et voilà, on retrouve, avec sa plume habituelle, on se retrouve immergé dans le quotidien de l'Égypte ancienne. Euh, voilà, moi j'étais à chaque fois que je suis dans un de ces romans, je suis dedans, je me balade dans les rues, vêtue d'une tunique de lin blanc, couverte de bijoux, de lapis-lazuli, de bracelets, de sandales en cuir de l'époque. Je sens la chaleur du soleil, je goûte ce qu'ils mangent, je, je m'imagine boire leur vin, leur hydromel, enfin tout ce qui, leur jus. Enfin, on est complètement immergé quand on ouvre un roman de Christian Jacques. Enfin, moi, en tout cas, c'est vraiment ce que je ressens. Et comme à chaque fois dans tous les romans de Christian Jacques, si vous êtes des habitués, il y a un personnage récurrent deux mêmes personnages récurrents, qui sont dans chaque roman de Christian Jacques. Il s'agit du vieux et de son âne vent du Nord. Alors si vous les connaissez, vous savez que ce sont quand même euh, des personnages pierre angulaire de chaque roman. Ici, le vieux comme dans tout roman, il s'occupe des vignes de la cité d'Hermopolis. Il produit le vin pour toute la cité, pour tous les notables. Et évidemment, il fournit un petit peu de sa production au grand prêtre Pétosiris. Et quand Pétosiris va lui demander de jouer les agents de liaison pour son réseau de résistants, le vieux va avoir quelques réticences qui vont bien vite être balayées par son âne, vent du Nord, qui est un indécrottable animal. Quand il a quelque chose dans la tête, là l'expression tête de mule prend tout son sens quand on connaît vent du Nord. Quand vous lui posez une question, il répond en dressant les oreilles. Il répond oui quand il dresse l'oreille droite et répond non quand il dresse l'oreille gauche. Et il ne change absolument jamais d'avis. Et le vieux se fie à chaque fois à l'avis de son âne, qui est quand même une force de la nature. Hein, c'est pas le petit âne qui promène les gamins sur son dos dans un parc d'attractions. Non, c'est quand même une belle bête. Hein, qu'on viendrait pas chatouiller les sabots pour aller l'embêter. Hein. Je vous conseille pas d'aller lui tirer la queue. Hein, voilà. Et ce ne serait pas la meilleure idée que vous auriez eue. Bref. Et donc ici, on va suivre tout ce réseau de résistants qui va mener la vie dure aux Perses jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. J'ai beaucoup aimé ce récit. Ça m'a fait voyager dans le temps tout en restant dans mon canapé. J'adore ces romans. Alors, Dieu merci, Christian Jacques est un auteur assez prolifique. J'ai pas encore tout lu, et Dieu merci parce que j'aime tellement me replonger dans cette Égypte ancienne. Franchement, à lire, enfin, depuis le temps que je lis des romans sur l'Égypte ancienne, depuis le temps que je lis des romans de Christian Jacques, je peux vous dire que on a énormément à apprendre des Égyptiens parce que beaucoup de choses dont on se sert encore aujourd'hui ont été inventées par les Égyptiens. C'était un peuple qui a fait énormément de choses pour la science, pour la médecine, pour les mathématiques, enfin pour beaucoup d'autres choses. Et c'est vraiment un peuple qui gagne à être connu et que grâce à des auteurs comme Christian Jacques, ils font revivre. Ils font revivre et franchement c'est super chouette de se replonger dans ces moments historiques sans avoir à bouger de chez soi. Franchement, si on me demandait à quelle période je voudrais regarder, c'est sans commune mesure à cette époque-là, parce que franchement j'aurais vraiment aimé voir construire les pyramides, parce que c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné, savoir comment ils ont réussi à construire de tels édifices avec les moyens de l'époque.
Voilà, donc cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que je vous ai donné envie de lire ces romans. Si vous les avez lus, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je suis toujours ravie d'échanger avec vous. Euh, N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une très très belle journée, de très très belles lectures et je vous dis à la prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao.